Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. On parle moto cette semaine en compagnie de David Perret et Lucas de Carolis, deux pilotes angevins inscrits dans le championnat de France Superbike. Attention, ça va aller très vite puisqu'on parle de moto vitesse. Alors bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être parmi nous. On va voir avec vous ce qu'est le Superbike et comment vous gérez votre carrière. Alors tout d'abord quelques images. C'était samedi à Angers. Les meilleurs pilotes de vitesse de France étaient réunis pour la remise des trophées vitesse. C'était organisé par la Fédération française de moto. Vous avez été primés tous les deux? Je te laisse. David. Moi, j'ai été primé dans le motoclub angevin en fait, où on faisait un championnat de tous les pilotes du team. J'ai eu la deuxième place et Lucas était le premier. Félicitations. Merci. Autre Merci. titre également pour vous, Lucas? Oui, tout à fait. Donc j'ai été récompensé pour ma troisième place en championnat de France Superbike 2008, donc de cette année, qui s'est déroulée donc pendant cette remise des prix. D'accord. Alors, vous participez tous les deux au championnat de France Superbike, mais dans deux catégories différentes. Alors, Lucas, c'est le Superbike, c'est-à-dire 1000 cm3. C'est ça, tout à fait. David, vous êtes en Super Sport Voilà. Et en 600. et en 600. Alors, on va voir quelques images de course. Ces motos, est-ce qu'on peut considérer que c'est un petit peu le top de la moto vitesse? En France, oui, c'est vraiment le top de la 600 qui peut exister. Après, c'est les mêmes qu'en championnat du monde, avec un moteur un peu moins gonflé. D'accord. Alors là, David, c'est vous, c'était une épreuve à Nogaro dans le Gers. La différence qu'il peut y avoir entre justement vos deux motos en 600 et en 1000 cm3? C'est une affaire de cylindrée et donc de puissance, donc de poids aussi, de maniabilité. On va dire que c'est un tout qui fait que la différence principale l'écart qu'il va y avoir d'un chrono entre une 600 et une 1000 va pas être forcément important parce que d'un côté on a une moto qui est un peu moins puissante mais très agile, qui est la 600 cm3 que pilote donc David, et de l'autre côté j'ai une moto qui est plus puissante, un peu plus difficile à manier, mais néanmoins de par sa puissance me permet de rouler plus vite quand même sur un circuit fermé. Alors quand vous dites vite, ça veut dire quoi vite pour ce type de moto? Vite, c'est la plus grande vitesse de pointe enregistrée, c'est à Manicourt, je crois. Ça doit être, pour ma part, en 600, c'est 245 km/h. Et puis en 1000... Pour notre part, on atteint entre 275 et 280 km/h, notamment dans la ligne droite du Mans, le fameux circuit. Et quand on est à plus de 260 sur une moto, comment on tient? C'est pas si impressionnant que ça de rouler vite en ligne droite. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est de pencher la moto à cette même vitesse, notamment par exemple sur le circuit du Mans. Et là, par contre, on a d'autres sensations, des nouvelles sensations. Alors justement, on a quelques images d'une moto que le pilote arrive à pencher, et vous allez voir quelques images, des images de David, moto embarquée. Comment on fait pour pencher la moto et raboter son genou comme ça? Ça s'appelle l'effet gyroscopique. En fait, tellement on prend beaucoup de vitesse. Et en gardant cette vitesse, on arrive à atteindre des degrés d'inclinaison spectaculaires, en plus avec les progrès des pneumatiques. Maintenant, on voit même carrément des motos poser le carter sur la piste, sans tomber bien sûr. Ouais, et vous touchez le genou? Oui, Ça bien frotte. sûr. Ouais. Et puis Il n'y a pas que le genou qu'on les touche. pilotes comme Ah oui Lucas touchent le coude aussi. Et alors comment vous faites pour relever la moto? Parce que se pencher, pourquoi pas, mais pouvoir la relever derrière? Alors là, c'est de la même manière l'effet. C'est pareil, l'effet en fait de vitesse sens inverse. et un déhanchement du corps nous fait gravir, de mettre la moto stable. Le fait de réaccélérer aussi. Vous vous souvenez du premier moment dans votre jeune carrière où vous avez vraiment touché la moto par terre? Vous êtes vraiment allé très vite? Ça, pour ma part, c'est venu tout seul. Je me suis pas rendu compte de la progression en fait. J'ai essayé de le mettre, ça a passé. Et puis après, on peut pas s'empêcher de pas le mettre. Ça se fait tout seul en fait. C'est pas quelque chose qu'on se force à faire. Tout à fait, ouais. Alors, quand vous arrivez à pencher la moto, elle est très vite en ligne droite. Bon, on va dire que tout va bien. Parfois, il y a des chutes. Il y a des chutes. Je vous propose tout de suite de découvrir une image qui est absolument spectaculaire. C'était l'année dernière en Espagne. Et c'est vous, David, en vert. Alors, racontez-nous cette chute. Eh bien, c'est une chute qui s'est passée en tout début de course, le premier tour. En fait, je partais 8e. Et au premier tour, on avait un rythme vraiment très élevé. Au 5e virage, à cette chute-là, j'étais 4e en suivant Wagon d'Enfer. Et j'ai fait un mauvais choix technique dès le début du week-end qui m'a fait faire cette chute. Et encore aujourd'hui, on en paye les frais, quoi.
Bon, alors bravo d'avoir réussi à vous relever aussi vite. Est-ce que vous vous êtes fait mal? Je me suis fait mal sur le coup, oui, fortement. J'ai eu un scaphoïde de cassé et puis un hématome au coude. Et ce qui m'a pas empêché de faire la course de Nogaro qu'on voit à l'écran le week-end suivant, et j'ai remporté les 2 courses. Oui, enfin, c'est quasi, il n'y a pas de mal. Pour Enfin, vu la chute, vu le côté spectaculaire de la chute. Valait mieux pas se trouver à la place de la machine, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance. Lucas, ça vous est déjà arrivé de tomber? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. J'ai un peu le même exemple que David cette année, c'est que je suis tombé, donc et c'était la 3e épreuve du championnat. Pareil au 2e tour, je me suis fait piéger par l'humidité de la piste et je me suis cassé les 2 mains, on va dire les 2 poignets pour faire général. Et c'est vrai que un peu comme David, 3 semaines après, on remonte sur la moto, mais on n'a pas les mêmes limites de douleur en fait. On va chercher plus loin. La motivation, on va dire, nous fait un peu oublier cette douleur et nous permet de nous surpasser physiquement, alors que on a aussi effectivement des traitements spéciaux pour se remettre très vite, et qui nous permettent justement de retourner sur la piste le plus vite possible et de faire des résultats. Et de ne pas avoir peur une fois qu'on est tombé aussi fortement? Dans les grosses chutes, on a des petites appréhensions, mais qui s'estompent très vite. On est dans le feu de l'action, on va absolument toujours gagner, c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Est-ce que pour être un bon pilote vitesse, il faut être un peu fou? Non, je dirais pas fou, justement, on est vraiment réfléchi, et je pense qu'on prend toutes les responsabilités, on en est conscient, quoi. Alors quelques images maintenant, on retourne sur l'asphalte avec Lucas, c'était à nouveau à Nogaro mais avec la catégorie Superbike. Le championnat c'est généralement 7 courses au total, là vous êtes dans le championnat de France. Est-ce que tous les deux à un moment vous imagineriez viser une compétition européenne, mondiale par exemple? Ouais, tout à fait. C'est même d'ailleurs le but, hein. C'est notre but, c'est notre objectif qu'on a en tête. Mais en fait, c'est pas trop l'envie qui nous empêche d'y aller, c'est plutôt tout un aspect financier, un aspect de relationnel. Par exemple, relationnel pour contacter les bonnes personnes, obtenir les bonnes places. C'est ça qui nous manque plus pour aller justement dans ces championnats-là, qui est notre but effectivement personnel. Notre but personnel, ouais. Parce qu'il y a une différence entre vous deux, c'est que en termes d'organisation, David, votre saison, vous l'organisez, on va dire, tout seul, avec votre petite entreprise. C'est mon propre team. C'est votre propre team. Lucas, vous, c'est différent. On peut considérer que vous êtes quasi un pilote d'usine, puisque vous travaillez avec Suzuki, participez à un team. Alors en fait, c'est pas tant ça, c'est qu'on est tous les deux des pilotes supportés par des marques de la même manière. C'est simplement en fait que David on va dire, a la possibilité de gérer sa propre équipe, de gérer son développement, de gérer tout son déroulement au cours de la saison. Tandis que moi, c'est vrai que j'ai pas la possibilité de faire cette chose-là, donc je propose plutôt mes services dans des équipes. Par exemple, je pourrais proposer mes services dans l'équipe à David. Vous êtes une sorte de pigiste de luxe? Pas de luxe, mais je suis un pigiste, ouais, on va dire ça. Ça veut dire que sur une compétition, vous arrivez avec votre sac, votre casque. Exactement. Et la moto est prête. Exactement. David, vous, c'est l'inverse. On va voir quelques images d'ailleurs de votre team, puisque vous avez la chance d'avoir un papa qui est garagiste au Pont de C, et donc vous bénéficiez un petit peu de l'infrastructure. Comment vous vous organisez là? Vous êtes avec votre mécano? Voilà, c'est Julien, mon mécano. À partir du mois fin janvier, c'est là que tout s'accélère. On reçoit les motos complètement d'origine, c'est-à-dire en configuration route, et pendant 2 mois et demi, on les prépare pour qu'elles soient au maximum prêtes pour le début avril, quoi. Et tout ça, c'est quel budget pour vivre cette passion? Pour vivre cette passion, ça coûte énormément cher. Heureusement qu'on a les constructeurs qui nous suivent derrière, mais un budget France, il faut compter 50 000 euros, quoi. 50 000 euros. Et un peu plus en Superbike. Pardon? Et un peu plus en Superbike. Alors là, on a vu que récemment Kawasaki, vous roulez David sur Kawasaki, a décidé de se retirer de la compétition mondiale à cause de la crise. Vous, la saison qui arrive, vous allez pouvoir boucler vos budgets? Pour l'instant, non, c'est pas du tout bouclé. On a encore beaucoup de partenaires à démarcher, et encore demain, on a encore des rendez-vous à ce sujet-là. Mais non, il me manque encore la moitié du budget pour rouler cette année, quoi. Lucas, vous, Moi, il me manque l'équipe. Moi, il me manque l'équipe, en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à trouver des équipes parce que
Pourquoi restriction budgétaire? Donc, qui dit restriction budgétaire dit restriction du nombre des pilotes. Ils ne peuvent pas engager, par exemple, je suis dans une équipe de 3 motos, par exemple, elle n'engagerait que 2 motos et du coup, ma place ne serait plus au sein de celle-ci. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ça touche vraiment tout le monde en général. Hein. C'est impressionnant. 2 questions pour terminer. Où est-ce que vous vous entraînez? Parce que je crois qu'il n'y a pas de circuit, pas de piste près d'Angers. Est-ce qu'il n'y a pas un projet un jour d'avoir une piste relativement proche d'ici? Si, il y a Jean-Claude Bruno qui est très actif de ce côté-là. Pour l'instant, le projet est en marche. Il sera peut-être accepté d'ici 2 ou 3 ans. Mais le plus accessible pour le moment, c'est Le Mans et le Vigan. Le Mans qui est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui roule. Énormément de monde et le Vigan est le plus abordable et le plus près. Quoi. Dernière question, vous êtes venu en moto pour nous voir aujourd'hui? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, même pas le permis. Pas le permis? Non, c'est pas nécessaire pour rouler sur circuit. Et ça ne vous manque pas? Non, pas du tout. Non, parce que je sais que je représenterai un danger, moi, pour les autres sur la route. Parce que j'ai... Vous avez l'habitude de rouler tellement vite? Voilà. Enfin, pour moi, si je roule, c'est... au taquet. Au taquet, voilà, exactement. Ouais. Bon, alors rappelons le conseil de prudence, attention sur la route. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci d'avoir suivi ce Sport 7. Bonne semaine, à la semaine prochaine.